Alors moi, j'appelle maintenant deux amis chers, Monsieur Emmanuel Blum et Monsieur Pierre Aziza. Château de Versailles pour Monsieur Pierre Aziza et Monsieur Emmanuel Blum, qui s'occupe de tout ce qui est communication, relations institutionnelles au comité régional du tourisme Île-de-France. Nous sommes les deux grands acteurs ici dans cette salle, partenaires du COJO, puisque BPCE, à qui j'appartiens quand même, au-delà d'Esprit de Service France, est le premier partenaire olympique du COJO, et que Monsieur Blum l'était avant moi. Je te laisse la parole. Merci Maryse, bonjour à tous. On va revenir sur des choses qu'on a déjà en partie abordées un peu ce matin, avec notamment le témoignage des deux aubergistes, comme ils ont aimé s'appeler, ou deux hôteliers. Sur la question de le Caire en matière de tourisme, on sait qu'aujourd'hui c'est une exigence absolue. Et je vais essayer, avec Pierre, donc Château de Versailles, de pouvoir vous donner à la fois quelques éléments globaux de compréhension de pourquoi c'est une exigence, vous le savez aussi, mais sur le plan touristique et en particulier à Paris et en Île-de-France, pourquoi c'est fondamental. Ce qu'on fait, nous, au comité régional du tourisme, notamment avec Esprit de Service France, sur ces questions, et puis comme ça pouvoir voir le cas d'un équipement, d'un établissement public exceptionnel évidemment, qu'est le Château de Versailles, et voir comment ils ont intégré cette dimension-là dans leur stratégie. C'est bon. Alors, juste un mot pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce qui est un tort évidemment, mais on ne sait jamais. Le CRT, c'est un outil du Conseil régional, et donc on met en œuvre la politique régionale en matière de tourisme. Alors c'est la partie institutionnelle de ma présentation, vous m'en excuserez. Avec 4 grandes missions. La première, c'est une mission légale qui nous est fixée par une loi de 1976 dans mon souvenir, c'est promouvoir la destination. Notre rôle premier, c'est de faire venir les touristes. Et si possible, de nouveaux touristes, mais évidemment des touristes qui étaient déjà venus et que l'on souhaite voir revenir. La deuxième, c'est accompagner les territoires. Donc, intercommunalité, département, destination locale dans leur développement, et essayer de les conseiller, de les accompagner vraiment au quotidien pour que le développement touristique est une vraie réalité sur chacun d'entre eux. Le pendant, c'est d'accompagner les professionnels du tourisme, donc qu'ils soient des musées, monuments, des sites, mais aussi des hôteliers, des porteurs de projets innovants, start-up et autres, dans leur développement, essayer de leur donner des éléments que seul le secteur public peut apporter, ou en tout cas que nous avons choisi d'apporter. Et enfin, et ça c'est une spécificité en France pour un comité régional du tourisme, c'est que nous accueillons, nous directement, à peu près 3 millions de touristes aux aéroports, à Disney et dans les Galeries Lafayette, où on essaie de leur rendre le service qu'ils attendent de la destination Paris-Île-de-France. Un petit point chiffre. Je vais laisser Pierre, dès que j'aurai donné les chiffres régionaux, dire ce qu'il en est à Versailles, mais Paris-Île-de-France l'année dernière, c'est 48 millions de touristes. C'est une année record. On a eu en 2016 une crise que vous connaissez tous suite aux attentats notamment, mais aussi aux intempéries, aux mouvements sociaux du printemps 2016. On avait perdu 2 millions de touristes. Là, on en a gagné beaucoup, puisqu'on en a gagné quasiment 4 en quelques années. Et cette année 2018 s'annonce comme encore une année record, puisqu'on devrait frôler les 50 millions de touristes à la fin de l'année. Premier élément, parmi ces 48 millions, 57% sont des Français. Donc c'est notre première clientèle. 43% sont des internationaux. En termes de durée moyenne de séjour, qui est un élément fondamental, puisque derrière, plus on reste, plus on dépense. Les Français restent moins. C'est beaucoup de tourisme d'affaires. Rendez-vous professionnel, aller-retour à la journée ou rester une nuit. C'est évidemment plus long pour les internationaux, et c'est encore plus long quand on vient de très loin. Un Américain, un Chinois, un Japonais ou un Australien va rester évidemment plus longtemps à Paris en Île-de-France qu'un Européen.
En nuitée, la proportion est inversée, c'est logique, c'est ce que je vous disais, les internationaux restent plus longtemps, et c'est quasiment 21 milliards d'euros sur Paris-Île-de-France dépensés par les touristes. Bon, je vais prendre le relais d'Emmanuel. Bonjour à toutes et tous. Je vais illustrer un petit peu les propos d'Emmanuel au niveau du château de Versailles, puisqu'on a un observatoire permanent des publics qui nous permet de quantifier le nombre de fréquentations, de personnes qui viennent. Alors on a un slide là-dessus, excusez-nous, on va un peu aller vite dans la présentation, on pourrait y revenir après, mais vous montrer un petit peu ce que ça donne au château. On va y revenir, vous inquiétez pas, on va y revenir, c'est juste pour illustrer le propos, c'est celui d'après je crois. Voilà. Donc pour le château de Versailles, on a une fréquentation, alors tu peux appuyer plusieurs fois parce que ça va venir au fil de l'eau, voilà, on a une fréquentation qui est aux alentours des 7,7 millions de visiteurs, qui se décompose principalement par une fréquentation du château de Versailles en lui-même, hein, puisqu'on est à 4,5 si on prend la galerie des carrosses qui a ouverte il n'y a pas très longtemps, qui a été rénovée récemment, on est à 4,5 millions de visiteurs. Sur les Trianons, puisqu'en fait le château de Versailles c'est 800 hectares, c'est 3 sites en fait, on a toujours la galerie des glaces en tête, mais en fait c'est pas que la galerie des glaces, c'est la chambre du roi et les appartements de la reine, c'est un domaine. Alors on a 3 châteaux, on a le château bien sûr en lui-même, le grand et le petit Trianon, et un jardin avec des grandes eaux musicales de jour et de nuit. Donc du coup on les a également ici, donc si on reprend la fréquentation, on est au total 7,7 millions avec 1,7 sur les spectacles. Dans les spectacles, on a la partie jardin. Et pour illustrer ce que dit Emmanuel, c'est qu'on voit, si on compare aux années antérieures, à 2015, on a une fréquentation qui se porte bien en 2017, ça c'est les chiffres 2017, et je pense que 2018 sera effectivement de la même veine, voire peut-être supérieur, probablement supérieur. On est à plus 4% par rapport à 2015 et plus 15% par rapport à 2016, donc une fréquentation qui augmente et des enjeux pour nous, pour absorber la fréquentation, répartir le flux, faire en sorte que la visite se passe du mieux possible et qu'on puisse visiter le plus longtemps possible le château, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est très grand et les visiteurs sont quand même un peu épuisés. On le voit au niveau de nos enquêtes et notre observatoire. Juste pour le focus qui suit sur les nationalités les plus représentées, on a 20% de Français, 21% de Français, et les 3 grandes nationalités du trio de tête, c'est les États-Unis d'Amérique, donc les USA. On comprend aussi dedans le Canada et la Chine, avec une forte progression de ces publics, alors surtout asiatiques, et c'est là des enjeux importants pour nos personnels et nous aussi en termes de développement de la fréquentation. Voilà, sur les autres destinations, on est aux alentours de 3-4% de fréquentation. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a des destinations qui n'étaient pas dans le top 10, notamment toute l'Amérique du Sud. Donc il faut se préparer à pouvoir accueillir de plus en plus d'Américains du Sud et des pays asiatiques qui continuent à progresser, comme la Corée. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, elle n'était pas du tout dans le classement. Ce qui est un petit peu différent pour les Japonais parce qu'ils ont accusé le coup avec les attentats. Et donc, mais là, je pense qu'ils sont en train de revenir et surtout, on a une programmation culturelle qui va aussi permettre de les faire revenir. Alors je vais reprendre, on voulait vous donner ces éléments parce que, alors d'abord ça répond en partie à votre question sur, il y a de plus en plus de visites virtuelles, d'éléments virtuels, il n'empêche que la fréquentation touristique globale à l'échelle mondiale explose littéralement. Alors la France est le premier pays, la première destination mondiale, Paris-Île-de-France là-dedans, on a de la chance, on est les premiers au monde également. Certains pourraient nous challenger un peu là-dessus, mais il n'empêche qu'on voit à l'échelle mondiale une appétence au voyage qui est vraiment fondamentale et qui est presque quelque chose de plus profond que beaucoup de mouvements. Donc il y a eu beaucoup de tests sur est-ce que la visite virtuelle d'un musée, d'un château allait faire baisser la fréquentation. En général, c'est plutôt l'inverse, c'est un produit d'appel. Aujourd'hui. Je ne dis pas que demain, avec des expériences sensorielles plus complètes, ça ne pourrait pas remplacer, mais en tout cas compléter. Aujourd'hui, on est plutôt sur une logique de produit d'appel de bonne qualité qui permet de faire venir.
Pareil pour la photo avec évidemment Instagram qui est l'un des premiers vecteurs de communication aujourd'hui sur les sites. Quelques points simplement. Vous voyez le top 20 des clientèles. On est sur des chiffres extrêmement importants. Les Américains sont les premiers et restent les premiers encore aujourd'hui. Les Britanniques sont les deuxièmes internationaux, hors français. Si je ne me trompe pas, depuis le début de l'année, les Allemands sont passés devant les Espagnols et sont de retour massivement à Paris, en Ile-de-France. Florence abordera la question de comment est-ce qu'on parle à des cultures différentes. Paris et l'Île-de-France parle à ça, et notre rôle au CRT, c'est d'essayer de donner des éléments de compréhension de comment est-ce qu'il faut parler, quand on est un professionnel du tourisme, à ces différentes cultures, sachant que évidemment les centres d'intérêt de toutes ces nationalités, et derrière ça, au-delà même des nationalités, des typologies de clientèle, quand on vient en groupe, quand on vient en famille, quand on vient en couple, quand on vient en groupe d'amis, quand on passe par un tour opérateur ou par une agence de voyage, ou quand on passe par Internet directement, nos attentes ne sont pas les mêmes. Les activités sont classiques, mais varient extrêmement en fonction justement de cette typologie. Évidemment, on ne va pas proposer à une famille avec enfants des produits touristiques qui ne vont pas parler aux enfants ou qui ne permettront pas d'accueillir dans de bonnes conditions des enfants. Il faut rajouter à ça le fait qu'on est dans cette logique où, évidemment, on est très content. Ils sont très satisfaits quand ils repartent. On interroge chaque année 50 000 visiteurs aux aéroports, dans les gares et dans les aires d'autoroute pour essayer d'avoir une bonne connaissance de ce qu'ils ont fait et de leur satisfaction. Il n'empêche qu'il y a d'abord des motifs d'insatisfaction profonds, mais qu'il faut aller au-delà. Puisque notre enjeu, quand on veut être premier, c'est de le rester. C'était bien dit ce matin. Et que répondre aux motifs d'insatisfaction ne suffira pas face à la concurrence, notamment de grandes métropoles mondiales. Alors il y a Londres, qui est notre premier concurrent mondial, et qui est sur un positionnement similaire au nôtre, c'est-à-dire à peu près tout public, on veut faire de la fête, on veut faire de la culture, on veut faire de la gastronomie, on veut faire tout ce qu'on veut, on l'a à Londres, on l'a à Paris, et sur d'autres éléments un peu plus spécifiques, des villes comme Rome par exemple, sur le patrimoine évidemment, sont un concurrent fort, mais des villes comme Dubaï, des villes asiatiques comme Singapour, comme Shanghai ou autres, sont des concurrents premiers aujourd'hui de Paris et de l'Île-de-France. On a une chance forte aussi, c'est que 80% de nos visiteurs sont des repeaters, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà venus et donc qui connaissent la destination. Ça veut dire d'autant plus qu'ils sont d'autant plus exigeants sur ce qu'on va leur proposer. Alors, on sait que globalement, ils restent à peu près tous autour des fondamentaux de la destination. C'est-à-dire que quand on vient une première fois à Paris, on va visiter la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre et Versailles, évidemment. Quand on vient une deuxième fois, on en enlève un pour faire un nouveau, mais on va rester quand même autour des fondamentaux. Tout notre travail est d'essayer de leur proposer autre chose, mais aussi de leur proposer quelque chose qui corresponde à leurs attentes. Et les attentes, elles bougent. Elles bougent énormément. Je dis souvent, on a 48 millions de touristes. Aujourd'hui, ça signifie qu'on a 48 millions d'attentes. Et que nos professionnels doivent répondre de manière industrielle, parce que 48 millions, on est à une échelle industrielle, à ces 48 millions d'attentes différentes. Quand on reçoit 48 millions, et là, Versailles peut en parler, la maîtrise du temps d'attente est quelque chose de fondamental. On sait qu'on va attendre. Donc qu'est-ce qu'on fait pour animer cette attente? Parce que les espaces, quand on est à la Tour Eiffel aujourd'hui, on ne peut pas accueillir plus de monde en même temps. Il y a des logiques de sécurité, il y a des logiques de capacité d'accueil, et puis il y a des logiques de confort de visite, tout simplement. Quand on est au Louvre, il y a des espaces totalement vides, mais la salle où il y a la Joconde est complètement submergée à peu près toute la journée, toute l'année, quels que soient les jours. Et donc il faut arriver à maîtriser cela. Il faut être disponible, il faut être patient, être agréablement surpris. Comment est-ce que donc nos professionnels arrivent à proposer quelque chose de surprenant dans une destination qui a une chance folle, c'est qu'elle est le rêve. Tout à l'heure, M. Messan disait mon boulot, c'est de créer du rêve.
Le boulot de Paris-Île-de-France, dans son ensemble, c'est de gérer le rêve. Et c'est aussi compliqué, parce que quand quelqu'un vient, c'est à Paris, notamment des primo-visiteurs, c'est le voyage d'une vie. C'est je rêve d'aller à Paris parce que Paris, c'est le romantisme, c'est l'art de vivre, c'est la baguette et le béret, c'est les cabarets, c'est tout ça. Mais c'est quelque chose de totalement exceptionnel et sans doute inatteignable dans la réponse que l'on peut porter. Et donc, comment est-ce qu'on gère ce cap entre l'attente complètement folle et en même temps géniale, parce que ça nous garantit aussi le fait que même quand il y a des attentats, certes on n'était plus 46 millions, on était 44 millions, mais il y a quand même 44 millions de gens qui sont venus après les attentats. Ça nous garantit une fréquentation, mais ça nous rend d'autant plus vulnérables et soumis à la concurrence que si nos prestations de manière globale ne sont pas à la hauteur, on risque de perdre cette place, mais derrière même d'avoir une crise beaucoup plus profonde. Sachant qu'évidemment, le besoin, et là je parle pour la destination, c'est notre rôle au CRT, c'est de porter l'excellence partout, c'est-à-dire depuis avant jusqu'à après. Ça veut dire énormément de choses, ça veut dire gérer l'image, ça veut dire gérer tout ce qui l'irréputation de la destination avant et après, donc qu'est-ce qui en est dit, comment est-ce qu'on communique dessus, comment est-ce que les acteurs parlent de cette destination, mais ça veut dire aussi comment derrière on gère les avis et la réclamation, mais de manière globale, donc l'expérience vécue du touriste. Comment dans l'hôtel, dans l'avion, dans l'aéroport, dans les transports en commun, c'est peut-être encore plus compliqué sans doute, dans les musées, dans les restaurants, comment est-ce qu'on offre la qualité attendue par tous les publics, quel que soit leur niveau de revenu. Le luxe a cette chance que les gens sont prêts, entre guillemets, à payer. Ils sont d'autant plus exigeants qu'ils ont beaucoup de moyens, mais ils sont prêts à payer. Paris doit parler à des familles qui n'ont pas énormément d'argent, comme à des voyageurs de grand luxe qui en ont beaucoup, et on doit offrir à tous la réponse à leurs rêves. Donc c'est une vraie complexité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le deuxième moment institutionnel, je vais arrêter après. C'est que notre stratégie, c'est ces trois grands axes. C'est d'abord comment est-ce qu'on améliore l'accueil. On est bon. On a tendance à s'auto-flageller beaucoup, en France en général et à Paris et en Île-de-France en particulier. Globalement, nos personnels d'accueil sont bons. On en manque. Énormément d'emplois, notamment dans l'hôtellerie, qui manquent, et d'emplois et de salariés de qualité, compétents, et avec un certain nombre notamment de compétences type la proactivité ou autres, qui sont des éléments fondamentaux pour le tourisme. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même innover. C'est-à-dire que justement, si on ne change pas, si on reste sur, et pardon Pierre, sur la Tour Eiffel, le Louvre et Versailles, au bout d'un moment, on risque lasser et donc on risque perdre. Et enfin, c'est comment, mais ça c'est vraiment de l'institutionnel, comment est-ce qu'on se mobilise collectivement, notamment acteurs publics du tourisme, mais aussi privés. Voilà quelques éléments que je voulais aborder rapidement sur ce qu'on fait. D'abord, on forme. Alors on n'arrive pas encore à intervenir dans les formations de premier niveau et donc l'éducation nationale. Ça, c'est le seul bloc qui nous manque et qui est sans doute un bloc extrêmement lourd. Par contre, c'est tout un programme de formation co-construit avec les professionnels du tourisme et surtout sur des formules où notre enjeu est de mêler les différents secteurs touristiques. Et on a eu, par exemple, sur une matinée très spécifique sur l'accueil numérique des touristes chinois, qui est vraiment quelque chose de particulier, le Ritz, le musée du Quai Branly, un office du tourisme je crois que c'était Fontainebleau, parce qu'ils reçoivent des Chinois à Fontainebleau, quelques petits acteurs type start-up. Et donc l'enjeu est de mélanger ces publics pour se dire, en fait, vos problématiques, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, sont les mêmes. Comment est-ce qu'on trouve des solutions ensemble? On a développé aussi un dispositif qualité assez lourd qui nous permet, alors c'est très classique, des visites mystères que l'on offre à 120 sites
et acteurs touristiques, les taxis, il y a des musées monuments, Versailles en fait partie, et qu'on pense comme un outil de management, puisque derrière, tous les résultats sont accessibles aux équipes de management des sites, et nous, on est là aussi pour les accompagner, pour travailler sur l'amélioration de la qualité. Il y a la question de l'accessibilité, c'est d'autant plus un enjeu qu'il y aura les Jeux paralympiques en 2024. On a un pack accueil dédié aux touristes d'affaires, clientèle extrêmement exigeante. Paris s'est doté l'année dernière du plus grand centre de congrès du monde, avec le Paris Convention Center à Porte de Versailles. On sait que dans la compétition internationale sur les grands congrès, notamment, si on n'est pas parfait d'un bout à l'autre de la chaîne, on va perdre des congrès et donc perdre évidemment des retombées économiques. D'où le fait qu'avec Viparis, qui est l'acteur majeur de la destination et Paris Aéroport, on offre un certain nombre de services. Ça va de l'accueil personnalisé à l'aéroport, à la sortie bagages, à la navette bus pour amener au lieu de congrès, pour amener aux hôtels, à la conciergerie, etc., etc. Donc on a développé un certain nombre d'outils qui se justifie parce que notre rôle de service public touristique est d'offrir à tous cette capacité. On accompagne à peu près 35 ou 40 événements internationaux et nationaux avec ce pack accueil. Le service rendu aux touristes. Nos points d'accueil, on va les refondre avec notamment un certain nombre d'éléments sur la mobilité. Aujourd'hui, ce sont des desks présents dans, de mémoire, 5 terminaux à Roissy, les 2 terminaux à Orly. Il y en a un donc, devant l'entrée de Disney et un au rayon L'Homme des Galeries Lafayette. Nous allons transformer nos équipes pour mettre beaucoup plus de mobilité, les faire sortir du desk pour aller vers les touristes et notamment en zone de livraison bagages. C'est-à-dire un moment où globalement on s'embête parce qu'on attend. Alors Paris Aéroport annonce 30 minutes. En général, à Roissy, on est plutôt autour d'une heure d'attente sans rien faire. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on essaye de prendre les devants pour répondre le mieux possible aux besoins des touristes. Le site de destination, je ne vais pas en parler parce que je pourrais en parler des heures. Notre travail de promotion, donc c'est comment est-ce qu'on valorise l'expérience parisienne et francilienne. Certes avec la Tour Eiffel, mais notre enjeu étant de sortir aussi les gens de la Tour Eiffel pour les amener à Fontainebleau, à Provins, à Vaux-le-Vicomte, à Versailles, à Rambouillet, à Auvers-sur-Oise, etc., etc. Et puis, une innovation dernière, c'est à une semaine, le Paris Région Pass, qui est sur une seule carte. Aujourd'hui, c'est un pass Navigo. Vous avez l'offre touristique et les transports en commun. Donc sur un seul élément, l'idée étant, avec la dématérialisation du pass Navigo, de pouvoir l'avoir sur son téléphone. Aujourd'hui, on teste, on a quelques produits touristiques à l'intérieur, on sait qu'on aura sans doute Versailles un jour ou l'autre, on sait qu'on aura Disney aussi qui est intéressé. Derrière, notre enjeu, et on vise les JO pour ça, c'est d'avoir une offre totalement packagée à l'intérieur de ce pass. C'est-à-dire une offre transport, que ce soit transport en commun, mais aussi transport autre, navette, shuttle, taxi, pourquoi pas, ou autre. Une offre tourisme très ciblée à la carte. Donc ça, c'est très ambitieux, mais en tout cas, on est une des seules destinations au monde à avoir ce package complet à des tarifs acceptables. Je ne parle pas de Londres, parce que les tarifs sont beaucoup plus chers, mais à des tarifs acceptables. Et puis, je vais m'arrêter 5 minutes, et puis comme ça je laisserai la parole à Pierre sur ce dispositif. On parlait de former les jeunes à l'accueil, à l'hospitalité. Le dispositif des volontaires, que j'ai la chance de piloter, en est un exemple. Je suis d'autant plus heureux de pouvoir en parler aujourd'hui qu'on a formé ces volontaires, notamment ici, avec Esprit de Service France. Le dispositif des volontaires, ce sont des stagiaires, donc qui sont en formation, tourisme ou langue essentiellement, que l'on met à disposition des sites touristiques et qui vont rendre le premier accueil. Comme ce sont des stagiaires, on ne peut pas leur demander d'aller beaucoup plus loin. L'idée est assez simple, c'est juste que ces jeunes qui vont s'orienter vers des métiers soit touristiques, soit de service, aient une première expérience concrète de ce que signifie accueillir. Ça signifie beaucoup de choses, accueillir. Et dans des conditions qui ne sont pas les plus faciles, puisqu'ils sont en général dehors, quelles que soient les conditions climatiques, debout toute la journée, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon la durée de leur stage. On leur permet de tester ce que signifie accueillir et donc ce que signifie qu'un métier d'accueil de frontline.
On trouve que c'est intéressant comme démarche parce que soit les jeunes qui sont par exemple en BTS tourisme, qui vont être le gros des équipes d'accueil dans tous les musées, hôtels et autres, beaucoup ne savent pas ce que ça signifie. Et donc on leur permet de tester pendant 2 mois le métier. On permet aussi aux futurs managers du tourisme de tester la réalité d'un métier d'accueil et donc de ce que vont vivre leurs équipes plus tard. Et honnêtement, alors là on a quelques exemples, il y a le Château de Versailles, il y a 2 mémoires, là c'est Paris City Vision, et puis la SNCF qui est un partenaire dans les gares. C'est un métier compliqué quand on est à Versailles devant le château et qu'on a 20 000 personnes qui passent dans la journée. 80%, 90% des questions sont les mêmes. Comment est-ce qu'on arrive à se remotiver? Comment est-ce qu'on arrive à dynamiser son accueil et à être toujours souriant, d'être toujours l'image de la destination? La grande force de ce dispositif, c'est que où qu'on soit, on a 75 partenaires, où qu'on soit, les jeunes sont habillés avec le même uniforme. On parlait de la tenue sur les facteurs. Le fait que les touristes puissent au Louvre, à Versailles, aux Galeries Lafayette, à Disney ou aux aéroports, avoir des gens habillés de la même façon, permet aussi de rassurer les touristes et d'offrir un vrai service d'accueil. On a pensé ce dispositif de manière évidemment complémentaire aux équipes des sites. Ce sont des stagiaires, donc les sites sont leurs employeurs. Vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes beaucoup de RH dans la salle, que le nombre de stages est limité par la loi. Et donc pour réussir, en fait, ils sont intégrés aux équipes des sites. Et donc évidemment, ils ne doivent pas remplacer, et vous imaginez bien que dans des sites publics avec des syndicats extrêmement forts, on ne pouvait pas aller très loin là-dessus. Mais en fait, on a pensé vraiment le truc comme un service nouveau, offert. Ça peut paraître la base, mais en fait, ce service de premier accueil était peu rendu parce que les équipes des sites sont à l'intérieur des sites. Là, ils le sont à l'extérieur. Et grâce à Esprit de Service France, ces volontaires ont permis d'accueillir un certain nombre soit de délégations dans le cadre de la lutte du championnat du monde de lutte à Paris 2017, mais aussi aux Gay Games qui ont eu lieu en août dernier, et ont permis d'accueillir 60 000 personnes par jour à l'occasion de la Ryder Cup qui vient de se terminer, donc le grand championnat Europe-États-Unis de golf. Ces volontaires étaient déployés dans les gares qui ont accueilli énormément de monde pour orienter, pour conseiller, pour faciliter le séjour des touristes et des visiteurs. Tous ces événements accueillaient majoritairement des étrangers. Et donc on était vraiment dans le service offert. Il est clair qu'on a expérimenté ce dispositif de lien, de services nouveaux aux touristes en prévision des JO. Vous le savez, les JO, ça sera 60 000 bénévoles qui seront déployés. 60 000 à 70 000. À Tokyo, c'est 90 000. Par cette petite opération, 1450 jeunes, on est quand même loin de l'ambition aux JO, mais on essaye de diffuser cette culture de l'hospitalité au sein de contingents de population qui vont être amenés à accueillir le monde entier en 2024. Je vais illustrer le propos d'Emmanuel en fait sur les volontaires du tourisme, et puis après je ferai la transition avec d'autres sujets qui concernent un peu plus spécifiquement le château de Versailles. Sur les volontaires du tourisme, donc on a eu nous 15 volontaires en fait qui sont venus cette année. On avait déjà eu une précédente expérience l'année dernière, et ça a extrêmement bien fonctionné puisqu'en fait ces volontaires sont venus renforcer l'équipe du château. Alors comme l'expliquait Emmanuel, il y a toujours effectivement des difficultés de mélange pour éviter de mélanger les missions entre les personnels qui sont des fonctionnaires de l'établissement public de Versailles et les volontaires, donc on est extrêmement vigilant à la répartition des rôles, mais spécifiquement dans le cas des volontaires du tourisme cette année et l'année dernière, en fait ils sont venus renforcer les équipes de sécurité et de surveillance, puisque bien sûr on a renforcé nos contrôles aux entrées, nos contrôles aux grilles avec les plans Vigipirate, alerte attentat, et ils sont venus en fait, ils se sont déployés en fait sur l'ensemble de la place d'Armes pour pouvoir demander aux visiteurs qui sont à 80% étrangers, donc là ils ont pu pratiquer les langues et quasiment toutes les langues, parce que nous on a plus de 70 nationalités représentées régulièrement.
Donc venir à faire en sorte que les gens préparent leur sac, soient prêts pour le contrôle des bagages, etc. Sur le premier contrôle, en fait, c'était extrêmement important parce que ça nous a permis de fluidifier en fait l'entrée avec plusieurs points de blocage qui peuvent se poser au fil de la visite. Pour revenir en fait sur nos outils, pardon, excusez-moi, attendez, bref, j'espère que je vais avoir la totale. Ah bah non, j'ai un petit problème de synchronisation. Bon, je vais le laisser comme ça. Je sais pas je sais pas comment se passe le déroulé. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'on a travaillé en fait avec Esprit de Service. En fait, on a fait il y a 2 ans des ateliers au château de Versailles qui ont porté leurs fruits en fait, puisqu'on a mis en place un certain nombre d'outils. Ensuite, qui nous ont permis de mesurer notre fréquentation de manière plus précise, de faire en sorte d'avoir des temps d'attente qui nous permettent d'anticiper nos flux, de voir comment est-ce qu'on pouvait répartir nos flux de visiteurs au sein du domaine. Et donc, on a eu différents ateliers. On a eu 3 ateliers. Un atelier qui a permis de travailler en fait sur la prédiction, savoir comment est-ce qu'on anticipe l'arrivée des visiteurs au château de Versailles. Un deuxième atelier qui a permis d'être sur place et de voir comment est-ce qu'on pouvait accueillir. Et un troisième atelier vraiment dans l'expérience de visite, dans l'offre de visite, et de voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer tout ça. Ça a donné en fait des résultats en fait ces ateliers, puisqu'en fait on a mis en place donc on avait un système de tapis de comptage aux différentes entrées. On est passé par des capteurs, on a fait appel à des startups qui ont permis de déployer en fait ces systèmes-là, et maintenant on est en capacité de mesurer nos temps d'attente aux différentes entrées du château et faire en sorte de pouvoir, avec les volontaires du tourisme, avec d'autres équipes un peu similaires en fait à la SNCF, nous on appelle ça les casquettes jaunes en fait à Versailles, de pouvoir orienter le visiteur sur les différents espaces du domaine, donc que ce soit au château, que ce soit à Trianon, dans les jardins, dans le parc, de manière à diffuser le flux et faire en sorte que la visite soit le plus agréable possible. Donc ils vont au-devant du visiteur, ils ont une information qui est donnée sur les comptages aux entrées, une information qui est donnée sur les temps d'attente, ils donnent l'information au visiteur, l'information peut être aussi rebasculée, c'est pas encore tout à fait le cas, mais on y travaille pour des raisons techniques sur une application qui s'appelle Bienvenue à Versailles, où les gens ont l'application et du coup peuvent bénéficier de différents services et pouvoir se répartir. C'est un enjeu très fort au château de faire en sorte de limiter les files d'attente, vous pouvez l'imaginer, qui sont concentrés à certains moments de la journée en fonction de l'arrivée des RER, etc. Donc on a identifié tout ça et l'idée c'est de fluidifier au maximum, que les gens fassent le moins de files d'attente ou en tout cas bénéficient d'un service lors des files d'attente, comme par exemple télécharger l'audio guide de manière à pouvoir commencer à rentrer dans la visite. On a également mis en place, ça nous avait été suggéré, on avait déjà l'idée en tête, mais on n'était pas passé à l'acte encore. On a pratiqué aussi la réservation horaire pour une partie de notre billetterie, puisqu'en fait on avait une billetterie qui était datée, mais qui n'était pas horodatée. Et donc on a mis en place ce système, ce qui permet d'avoir sur une partie de nos individuels, en tout cas à partir de jauges, de quotas qu'on essaye de définir de mieux en mieux, de pouvoir avoir un accès prioritaire pour les gens qui étaient munis de réservation et faire en sorte de fluidifier au maximum. Donc voilà, donc les outils ont été, on a des capteurs vidéo là, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau des toits du château qui nous permettent de visualiser tout ça. La fréquentation, je passe parce qu'en fait, je vous en avais parlé tout à l'heure, on l'a croisé avec la fréquentation globale internationale, puisqu'on sait qu'on voit que la fréquentation augmente. Donc notre enjeu, c'est de faire en sorte d'absorber de plus en plus de monde. Et il est vrai que certains espaces peuvent souffrir de la fréquentation, d'où la nécessité d'allonger les parcours, de diffuser davantage, de donner de l'information le plus en amont possible sur notre site internet. On a une croissance importante aussi de nos ventes en ligne. Il y a quelques années, on était à peine à 5-6%, maintenant on est plutôt à 25-30% de notre vente en ligne. Donc il y a énormément d'informations qu'on communique en ligne de manière à ce que les visiteurs puissent préparer leur visite et aussi en fonction de leur appétence culturelle et leur lieu géographique. Donc ça c'est une photographie de nos publics, je ne reviens pas dessus, vous voyez qu'il y a une progression de 2017 par rapport à 2016. Nous on a
finalement pas trop de repeaters, on a plutôt de primo-visiteurs, on a 80% de primo-visiteurs, ce qui explique la forte présence des Chinois au château de Versailles, qui viennent essentiellement en groupe, pas encore en individuel. On a connu le même phénomène avec les Japonais il y a une quinzaine d'années, et on voit que petit à petit les Chinois viendront en individuel. Pour le moment, ils sont en groupe, ce qui pose aussi des gestions de flux à opérer, en fait, notamment à l'entrée des groupes, mais on a une réservation horaire pour les groupes qui fonctionne depuis longtemps, avec un plateau téléphonique de 15 personnes qui répondent au téléphone, qui prennent les réservations, donc on arrive, grâce à des moyens humains, à pouvoir absorber les flux importants. Mais ce qui me paraissait important de signaler aujourd'hui, dans le cadre de notre thème, c'est le lien avec la population, la fréquentation qu'on accueille et nos personnels. Alors nos personnels sont principalement des fonctionnaires. On a 60% de gens qui sont fonctionnaires au château. On en a une partie qui sont contractuels de l'établissement. Mais sur les missions complètement opérationnelles, donc les missions de ce que nous on appelle le terrain, donc les caisses, la surveillance, la sécurité, l'accueil, les chargés d'accueil, on est sur une population qui finalement a des plans de carrière relativement stables, organisés, et en fait il faut qu'on puisse trouver des moyens de motivation qui nous permettent d'être en relation un peu plus étroite avec notre développement et notre développement de fréquentation. Et donc on s'était dit que c'était une bonne idée de travailler avec le CRT, on travaille tout le temps avec le CRT, mais on s'est dit que c'était une bonne idée de retravailler sur le sujet pour mettre en place des formations, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, sur l'interculturalité. Donc là, c'est un exemple en fait de notre journal d'accueil où on va mettre en place, on a fait une publicité en fait à l'ensemble des collaborateurs du château de manière à pouvoir mettre en place, on appelait ça les jeudis de l'accueil, où ils vont pouvoir, avec des formations du CRT sur un module qui est l'interculturalité par exemple, donc mieux connaître les appétences culturelles d'un japonais par rapport à un chinois, d'un américain par rapport à un espagnol, de pouvoir accueillir le visiteur en fonction de cela. Et on s'était dit que c'était bien effectivement d'avoir des personnes qui connaissaient parfaitement les problématiques de flux et d'interculturalité pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui va commencer très prochainement. Et on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a demandé en fait à nos collaborateurs internes qui géraient par exemple les réseaux sociaux, qui géraient les réclamations, qui géraient la mobilité, l'accessibilité, de venir faire des formations à leurs collègues pour pouvoir partager en fait une culture commune, parce qu'en fait tout le monde connaît le site. Il y a des problématiques très spécifiques sur le site, notamment nous en matière d'accessibilité, vu que c'est un monument historique, d'avoir des formations internes faites par des agents de l'établissement public, et de manière ensuite à peut-être aller au-delà de la formation, mais pouvoir échanger, aboutir sur des groupes de travail et avoir une dynamique globale au sein de l'établissement. On a également réalisé, en fait, puisqu'on est établissement public, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une Job Academy. C'est-à-dire qu'en fait, on a demandé essentiellement des cadres, ou à la DRH l'a mise en place en fait, mais il y a aussi des personnes de la DRH, de pouvoir accompagner en fait des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont en difficulté. On a des relations régulières avec le Pôle emploi, puisqu'en fait il y a un bassin à Versailles où on essaye de recruter des personnes des Yvelines, et donc de cette relation est née la nécessité de faire une Job Academy, et on a comme ça des personnels d'encadrement qui vont partager leur savoir, qui vont aider un parrain avec un filleul, de pouvoir l'aider régulièrement avec un certain nombre de réunions à pouvoir lui expliquer son métier et lui donner des conseils pour que la personne puisse reprendre confiance et faire en sorte de retrouver un travail rapidement. Ça a donné de très bons résultats, et ça a surtout beaucoup motivé nos collaborateurs, puisqu'ils étaient vraiment impliqués dans la vie sociale, dans la vie économique, et ont pu comme ça parler de leur métier, ce qui leur a beaucoup plu. Et on a bien sûr des choses relativement classiques, mais c'est important et on voit que ça marche de plus en plus. On a des cours de sophrologie, parce qu'en fait le public, il n'est pas toujours très agréable. Donc en fait on a des réactions des personnels par rapport à ça. Donc et ça marche très bien, de la sophrologie, du yoga. Alors du tech défense, c'est surtout réagir quand on a des agressions, il y en a de plus en plus malheureusement. Donc c'est pas riposter, mais c'est au moins faire en sorte de pouvoir réagir par rapport à ça. Et on a des séances tous les jours, entre midi et 2, où les agents peuvent venir dans une salle, se relaxer, se reposer, prendre un bol d'air et repartir au contact du public, où on accueille par exemple chaque jour sur la haute saison, on est aux alentours de 30 000 personnes par jour. Donc nécessairement il y a de la pression, il y a des difficultés
difficultés et il faut pouvoir à un moment donné décompresser. On a aussi des espaces de convivialité. Il y a un grand bal du personnel qui est organisé au château de Versailles pour faire en sorte que tout le monde puisse se rencontrer en invitant la famille aussi. Donc ça permet comme ça d'avoir un grand moment de convivialité. C'est une fois tous les 2 ans. Des food trucks, des expo-ventes, des city box pour la partie bio, pour les personnes qui aiment la partie bio. Et surtout, ce qui nous paraît important, c'est que les agents du château de Versailles puissent s'approprier les lieux. Le site est tellement grand, il y a tellement de choses à voir, donc ils bénéficient de visites guidées. Donc on a des parcours métiers en fait où ils commencent à faire des visites guidées. Dans les jeudis de l'accueil, par exemple, on a le directeur du musée qui fait, donc le conservateur général du musée qui va commencer par faire la visite de l'ensemble de l'établissement avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, notamment pour les nouveaux arrivants. Donc c'est extrêmement important de connaître les lieux et ils bénéficient régulièrement de places pour des expositions temporaires pour faire en sorte d'être de plus en plus présents dans la vie du château et partager en fait l'ambiance et je dirais l'âme du château de Versailles. Voilà. Merci à vous. Vous allez former vos différents services pour qu'ils soient en mesure de faire une offre sur mesure au regard de la nationalité des touristes. Est-ce que votre fil Twitter relève aussi ce volet interculturel et si oui, comment vous le faites ? Le fil conducteur culturel, en fait, c'est ça la question ? Non, le fil Twitter. Ah, Twitter. Sur les réseaux sociaux. Non, pour le moment, c'est pas le cas. On pourra l'envisager. Nous, on va surtout travailler sur la problématique des réseaux sociaux, parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que nos agents ont des difficultés à appréhender les réseaux sociaux, puisqu'en fait, l'information va très vite, et on est plutôt dans les aspects de comportement par rapport aux réseaux sociaux. Mais pour le moment, il n'y a pas de relais qui va s'opérer. Je pense que ça va dépendre de la formation. C'est-à-dire que dans la formation, dans l'échange qu'il y aura entre le responsable du développement numérique chez nous et les agents opérationnels, il y aura peut-être ces questions qui vont se poser, et donc du coup, on les relaiera peut-être de cette manière-là. Mais déjà, ce qui est important, c'est qu'ils puissent connaître les enjeux des réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours évident quand on est un agent sur le terrain et qu'on n'est pas en relation avec la presse et les journalistes régulièrement, notamment sur la communication qui est portée à l'extérieur. Voilà. Bonjour, une question sur le style d'accueil. Est-ce que vous préconisez, c'est une question pour vous deux, est-ce que vous préconisez un standard d'accueil qui soit commun à tous les sites en Île-de-France ou au contraire, puisqu'on est un peu dans la personnalisation, qu'il y ait une sorte de style d'accueil Versailles et puis autre chose dans un autre site à Paris ? Qu'est-ce que vous... Je vais faire une première petite réponse. Je pense que c'est difficile de standardiser l'accueil parce qu'en fait, les sites sont tous différents. Je veux dire, au château de Versailles, on a une configuration des lieux, une géographie des lieux qui n'a rien à voir avec le musée du Louvre. On est un domaine, pas forcément un musée. Donc c'est difficile d'avoir un accueil dupliqué. Mais après, bon, il y a des fondamentaux et c'est les fondamentaux qu'on va partager. L'interculturalité, je pense que par exemple, le fait d'appréhender une formation avec la culture d'un public japonais, chinois, américain, espagnol, etc., ça, on peut le retrouver de la même manière ailleurs. Ma question, c'était vraiment, est-ce que vous voulez volontairement différencier les accueils dans les sites et... Alors, pas simplement subir le site, en fait. On part aussi sur le fait que quand on mêle Paris et le château de Versailles, nous avons dans l'imaginaire notamment deux marques. Et tout notre discours, en tout cas au CRT, c'est que les personnels d'accueil doivent incarner la marque Paris, avec un certain nombre de valeurs, mais aussi la marque à laquelle ils appartiennent, qui a ses propres valeurs, qui a sa propre dynamique. Donc la réponse, elle est, on ne souhaite pas avoir partout le même accueil, ça n'aurait pas de sens pour nous. Par contre, on souhaite qu'un certain nombre de fondamentaux soient les mêmes, ou en tout cas soient diffusés dans la culture des agents d'accueil. On sait que pour Paris, les standards de l'accueil, en fait, on les a globalement, et que tout notre enjeu est d'aller plus loin dans de la personnalisation. Et personnalisation vis-à-vis du tourisme, mais vis-à-vis aussi du site qui accueille. Et donc c'est pour ça que tout notre travail sur la qualité, sur les référentiels qualité, sur les fondamentaux des visites mystères, etc., c'est de donner des éléments transverses
à l'échelle de la destination, voire à l'échelle mondiale, puisque comme on est dans une compétition mondiale, on pense aussi ça sur des standards de qualité d'accueil en Asie ou autre. On essaye de donner ces éléments-là, mais le message que l'on porte est aussi que vraiment le site, comme il incarne quelque chose. Alors on prend Versailles, on prend le Louvre, c'est des marques particulières. Le château de Fontainebleau est peut-être un peu moins puissant, et le musée de la Pierre Meulière à la Ferté-sous-Jouarre est une marque qui est plus compliquée à porter. Il n'empêche que chacun a sa spécificité, et que tout notre enjeu, il est bien que l'agent d'accueil incarne ces deux dimensions. Je ne sais pas si je suis clair. Une autre question. Il y a une autre question, super. Bonjour, je voulais revenir sur les volontaires du tourisme, c'est ça ? Vous avez déjà déterminé des indicateurs de performance pour en mesurer l'impact ? Alors, honnêtement, on n'a pas pensé au départ le dispositif comme cela, puisque c'est venu, pour être assez clair, d'une commande politique qui nous a dit « vous ferez ». C'est comme ça. Donc, on a fait. La question, c'est derrière, comment est-ce qu'on utilise ce dispositif pour avoir en effet des résultats. On a mesuré l'impact via des enquêtes assez simples, et auprès des touristes, et auprès de nos partenaires, et auprès des jeunes eux-mêmes. Et on a voulu avoir ces trois dimensions-là. Auprès des touristes, ça a été dès la première expérience, et on le renouvellera sans doute l'année prochaine, la satisfaction d'avoir des gens qui parlent bien plusieurs langues, qui sont là pour répondre aux premiers besoins, etc., elle est extrêmement importante, puisqu'on est autour de 90% de taux de satisfaction du service rendu. Donc on est plutôt satisfait sur l'objet touriste. Sur les partenaires, on n'a pas mené d'enquête en tant que telle, vu que depuis le début ce sont toujours les mêmes partenaires et que ça augmente, on se dit que le dispositif répond à des besoins et qu'il est satisfaisant. Sur les jeunes eux-mêmes, ça a été notre grand enjeu. On sait que même d'une année sur l'autre, les étudiants se parlent, et que plus on va augmenter en nombre de jeunes déployés, plus le dispositif sera connu. Notre enjeu était évidemment que ça se passe bien, qu'ils le vivent bien, et derrière, ils le recommandent. Honnêtement, on est sur des taux de recommandation de 75%. Ce qui nous satisfait aussi, on est sur des taux de satisfaction autour de, pareil, 75-80%, malgré, et là je le répète, c'est l'enquête qu'on a menée pour cet été, donc imaginez bien cet été, des moyennes de température entre 30 et 37 degrés, vous êtes sur la place d'Armes, vous êtes donc pas d'ombre, pas d'eau directement, c'est du pavé par terre, vous êtes au Louvre à côté de la pyramide, et c'est l'endroit, l'hiver le plus froid de Paris, l'été l'endroit le plus chaud de Paris. Vous n'avez pas, voilà, malgré ces conditions climatiques et malgré le monde et la répétition, les jeunes sont plutôt très satisfaits de leur stage, et 50% d'entre eux sont prêts à le refaire. On en a même plusieurs qui l'ont refait. Donc voilà. On a mesuré ça comme ça, on ne s'est pas donné plus d'objectifs que ça, parce que d'abord, c'est venu d'une commande absolue qu'il fallait faire, et que notre rôle est aussi, parce qu'on est dirigé par des élus, d'obéir. Maintenant, on obéit avec une utilité, ça serait complètement stupide, je pense qu'on aurait arrêté, et ça, l'impératif de dépense publique derrière, et de limitation de la dépense publique se rentre en compte. Donc ça n'aurait pas fonctionné, on aurait arrêté. Là, ça fonctionne. Et notre enjeu est d'amplifier.